Les femmes, toujours pas suffisamment représentées dans la vie politique. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux tire la sonnette d'alarme. Ce soir, pour notre grand format couleur vacances, la commune de Treichville sous les projecteurs. L'introduction de grosses coupures en République démocratique du Congo complique les transactions commerciales. Mesdames et messieurs, 19h15, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce colloque ce matin sur les techniques de recherche en histoire. Le financement de la recherche et la question des bourses ont également été évoqués au cours de ce rendez-vous scientifique. Grâce Kando. Des étudiants doctorants sans bourse, le manque de financement pour les recherches et l'insuffisance de matériel bureautique sont entre autres les maux qui minent le système universitaire des étudiants doctorants en histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le doctorant est confronté à plusieurs problèmes. D'abord la recherche documentaire. Notre premier outil de travail, ce sont les documents. Mais en plus, l'étudiant n'a pas réellement droit à la bourse. Sans argent, on ne peut pas faire nos recherches. Pour répondre à toutes ces préoccupations, le directeur de la recherche, professeur Koulibaly Kati, annonce que dans un futur proche, des moyens seront dégagés pour financer l'école doctorale. Il soutient également que ce colloque permettra aux étudiants doctorants d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le colloque a pour objet donc de permettre aux étudiants doctorants de présenter leurs travaux dans les différents domaines de recherche sur les thématiques sur lesquelles ils travaillent, pour permettre à l'ensemble du corps enseignant d'apprécier l'évolution et surtout la qualité de leur recherche et le stade atteint dans l'élaboration de leur projet de thèse. Le doyen de l'UFR salue l'initiative et encourage les associations d'étudiants doctorants. Nous encourageons les étudiants à promouvoir, à faire l'effort dans le sens de la recherche. Voilà. Ce qu'on peut tirer, c'est qu'au sortir d'ici, nous saurons quand même avec les différents exposés quelle initiative prendre, quelle direction prendre pour financer la recherche. Ce colloque sera l'occasion de créer une plateforme d'échange entre historiens et étudiants doctorants. Parlons de cette épineuse question. Les femmes, toujours pas assez représentées dans la vie politique, elles sont en dessous du quota minimum de 30%. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux tire la sonnette d'alarme. Michel Mambo pour le compte-rendu. 5 femmes ministres sur 36 dans le gouvernement ivoirien. 25 sur les 225 députés que compte l'Assemblée nationale. Et 10 femmes maires sur les 200 enregistrées dans les conseils municipaux en Côte d'Ivoire. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. En Côte d'Ivoire, la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision relève encore de l'utopie. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, engagée dans cette longue lutte, n'entend pas pour autant lâcher prise. Elle lance un plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur le quota genre, un préalable avant l'obtention de la parité homme-femme. Ce n'est pas pour prendre leur place ou bien qu'ils enlèvent cette affaire de compétition dans leur tête. Nous sommes complémentaires. Regardez au Sénégal, regardez au Burkina à côté de nous, ce pays frère. La Côte d'Ivoire est en retard. Et le principe du relèvement du taux de représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision est acquis. Le gouvernement est d'accord. Mais ils nous ont demandé de faire en sorte que le projet que nous allons présenter ne soit pas anticonstitutionnel. Parce que notre constitution donne le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. À partir de ce moment, on ne parlerait peut-être plus de quota, mais de parité. Volonté manifeste donc du gouvernement ivoirien quant à la promotion des femmes. Mais ces dernières ne demandent qu'à voir pour croire. Elles n'attendent que d'être effectivement nommées dans les instances de décision pour participer aux côtés des hommes, leurs partenaires, au développement de la Côte d'Ivoire. En bref, après l'adoption des lois sur l'apatridie, le projet de loi portant code de la nationalité et celui du foncier rural ont été adoptés hier par les parlementaires.
L'Office national de la population chargé des questions de développement s'imprègne des réalités. Un atelier régional a réuni à Abidjan plusieurs pays. Le Burkina Faso, le Ghana et le Burundi étaient présents à cet atelier de partage d'expériences. Michel Digri. Au terme de cet atelier d'Abidjan, les délégations sous-régionales ont entre leurs mains un éventail de leçons apprises et de bonnes pratiques pour améliorer l'efficacité des politiques nationales de population. Il s'agira désormais de susciter un fort engagement politique des autorités pour la prise en compte des questions de population. L'un des défis sera de disposer de données actualisées permettant d'assurer un meilleur suivi des progrès réalisés. Les experts encouragent également la coopération sud-sud afin de mener des actions concertées, notamment sur les questions de migration, de droits humains et de VIH-Sida. La dernière née des offices de population est l'office ivoirien. Comme ça permet à cet office ivoirien de se nourrir des expériences par ailleurs dans la sous-région, mais de bâtir le modèle ivoirien. La Côte d'Ivoire a adopté en 2010 une nouvelle politique nationale de la population. Le ministère du Plan et du Développement en assure la mise en œuvre à travers l'Office national de la population. Nous avons amorcé une croissance économique. Il s'agira pour la Côte d'Ivoire et pour l'ONP de mettre en place les outils stratégiques afin de pouvoir capitaliser les retombées et pour que chaque membre de la population sache qu'il y a quelque chose qui est fait pour lui et il peut en profiter. L'objectif final étant d'éliminer la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations. Voilà, place à présent au grand format des vacances. Cette semaine, RTI2 a déposé ses valises à Trècheville pour couleur vacances. Carte postale de cette commune avec Hamza Diaby. Trècheville, un petit campement ébrié Bidjan appelé Anoumabo en 1903. Dès 1932, les autorités coloniales étendent le plan de lotissement du plateau à cette ville indigène qui grouille de monde. 2 ans plus tard, soit le 27 décembre 1934, le petit village de pêcheurs Anoumabo devient Trècheville, du nom de l'explorateur Marcel Trèche-Laplaine, le premier des Européens à effectuer 2 expéditions en Côte d'Ivoire. Trècheville devient le quartier des fonctionnaires, le bastion de l'élite africaine et de la vie syndicale et politique dans la capitale coloniale. Érigée en commune de plein exercice en 1980, Trècheville est aujourd'hui l'une des communes les plus modernes de Côte d'Ivoire. Le quartier s'étend sur une superficie de 722 hectares et les rues et avenues sont toutes numérotées. Commune cosmopolite, sa population estimée à près de 200 000 habitants se compose de nombreuses nationalités quasiment intégrées. Les plus représentatives sont les Sénégalais, Libanais, Maliens, Burkinabés, Ghanéens et Guinéens. C'est dans cette commune qu'on retrouve tout, ou presque. Un centre hospitalier universitaire et l'Institut national d'hygiène publique pour ce qui est du domaine de la santé. L'édifice du parc des sports, le siège de la Fédération ivoirienne de football et la piscine d'État sont sur le sol de Trècheville. 80% du port autonome d'Abidjan et la garde républicaine de Côte d'Ivoire se trouvent dans la commune. Dans le domaine de la culture, elle n'a également rien à envier aux autres collectivités. On y retrouve le Palais de la Culture d'Abidjan, plusieurs salles de cinéma qui ont fait les beaux jours des populations, le centre artisanal de la ville d'Abidjan et le célèbre quartier Gbata qui a offert de nombreux artistes chanteurs de talent à la Côte d'Ivoire. Trècheville, c'est la cohabitation des religions. C'est également le centre des affaires. Quand les visiteurs en provenance de tous les horizons ne prennent pas d'assaut le grand marché, c'est Belleville qui les reçoit. Ou alors la célèbre rue 12 qui n'a encore rien perdu de son attrait. Un ensemble d'infrastructures qui font de Trècheville la cité des édifices où tout est réuni pour une vie harmonieuse. Trècheville où hier, un camion frigorifique chargé de produits alimentaires a pris feu aux environs de 15 heures sur la voie express menant à Marcory face à la piscine d'État. Et on parle là de ces dons de Missa Oulaba 2013. Estève Alexandrine Goran fait parler son cœur. Elle a remis plusieurs dons, notamment au dispensaire rural d'Anyama et à plusieurs mamans de la localité. Thomas Guessambi.
Grande première action sociale pour Miss Aoulaba 2013 depuis son sacre. La population du village d'Anyama Aouabo a fait le déplacement dans la cour du dispensaire pour assister à sa remise de dons. Composé essentiellement de matériel sanitaire pour le dispensaire, des vivres et des non-vivres aux mamans et à leurs bébés. Une occasion pour Assefirmin, chef du village, et le troisième adjoint au maire de la commune d'Anyama, Diarasouba Yaya, pour relever le bien fondé d'une telle action. Pour Esther Alexandrine Ngoran, Aoulaba Côte d'Ivoire 2013, ce don fait partie des actions sociales qu'elle entend mener pour le bien-être des mamans et des bébés dans les villages. Pour cette première action sociale, ce sont plus de 300 femmes de conditions difficiles qui ont été servies par cette reine de beauté africaine. Des nouvelles de l'étranger en République démocratique du Congo, les billets de 50 000 et 20 000 ne font pas l'unanimité. Pour de nombreuses personnes, ces grosses coupures rendent difficiles les transactions commerciales. Il a fait son apparition début juillet sur les marchés de Kinshasa. Le billet de 10 000 francs congolais, l'équivalent de 8 €, un cauchemar pour les petits commerçants. Ici, une cliente vient d'acheter pour 4 000 francs de légumes et de poissons. Elle va repartir les mains vides. J'ai refusé de prendre son billet parce que c'est trop compliqué. Je n'ai pas de monnaie, du coup c'est un vrai manque à gagner. Il n'y a pas assez de petites coupures. C'est le seul billet que j'ai. Il me pose des problèmes depuis ce matin. 1 000, 10 000, 20 000, dans tout le pays, ces nouvelles grosses coupures qui circulent depuis peu compliquent les transactions. Partout, la monnaie manque. Ça fait les affaires de Regen. Contre une petite commission, il dépanne les commerçants avec des petits billets qu'il rachète à droite à gauche. Un nouveau business qui fleurit à Kinshasa. Je lui ai donné un billet de 1000 francs congolais. Il m'a rendu des petites coupures de 50 pour que je puisse rendre la monnaie à mon client. On a eu cette idée parce qu'on assistait souvent à des disputes entre les chauffeurs de taxi et les passagers. On s'est dit que ça faciliterait les échanges. Jusque-là, le plus gros billet en circulation valait 500 francs congolais, 40 centimes d'euros. Avec ces nouvelles coupures, le gouvernement veut réduire les paiements en dollars, développer l'usage de la monnaie nationale. Une mauvaise idée, selon certains experts, c'est ignorer le pouvoir d'achat de la moitié de la population qui vit avec moins de 1 $ par jour. Si un client se présente devant une boutique avec un billet de 5 000 francs, même pas de 20 000 francs, cela veut dire qu'il a dans sa poche le revenu journalier de plus ou moins 12 à 13 personnes. Et s'il rafle tout ce qu'il y a comme petite coupure, le vendeur n'aura plus de monnaie d'échange. Pas de monnaie et pourquoi pas à terme la tentation d'arrondir les prix à la hausse, ce qui entraînerait une inflation. C'est un risque que beaucoup ici redoutent. En bref, en Égypte, la justice s'est prononcée aujourd'hui sur le sort d'Hosni Moubarak. L'ancien président est officiellement mis en liberté conditionnelle. Dans l'affaire concernée, il était accusé d'avoir reçu des cadeaux de la part d'un journal. Au Japon, cette fuite d'eau à la centrale de Fukushima, 300 tonnes d'eau jugées hautement radioactive. L'incident préoccupe l'autorité de régulation nucléaire du Japon. La fuite d'eau hautement radioactive survenue ces derniers jours à la centrale de Fukushima est bien un incident grave. L'autorité de régulation nucléaire du Japon l'a évaluée comme telle. D'autres fuites se sont déjà produites dans le passé, mais elles ont toujours été minimisées. L'exposition à ce niveau de radioactivité est 10 fois supérieure à la limite annuelle fixée au Japon. Le bilan des fortes intempéries qui frappent la Chine depuis plusieurs jours s'alourdit. Après avoir balayé Taïwan, un autre typhon menace d'autres villes. La Chine maintient l'alerte. En Chine, 2 régions sont frappées par de fortes inondations. 130 personnes au moins sont mortes, une centaine d'autres sont portées disparues. Les crues et glissements de terrain ont fait beaucoup de dégâts matériels. Des rivières de boue ont envahi les villes et paralysé les routes. Dans la province du Guangxi, au sud du pays, plus de 300 poids lourds sont totalement bloqués depuis 3 jours. Déjà frappée la semaine dernière par le typhon Utor, Guangdong est la province la plus gravement touchée.
Ce rappel avant de clore ce journal, en raison de l'Afrobasket 2013, les journaux de la soirée vous seront proposés à 19h15. Le flash est prévu pour 18h24. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.